Vous écoutez le journal dominical Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Dominique Tassot, assisté de Gaël. Le thème de l'émission du jour est le retour du bon sens en physique, sortir des dysfonctionnements de la science. Et nous avons aujourd'hui comme invité M. Francis Sanchez, physicien, spécialiste du laser et de l'holographie et qui est auteur du récent ouvrage Anthropocosmos, le retour du bon sens en physique, édité aux éditions du CEP. Nous aurons également Jean Maruani, théoricien en physique-chimie, ancien directeur de recherche au CNRS, Madame Oya Artoun, ancien chercheur en physique nucléaire à Saclay, et Monsieur Bernard Talagas, ingénieur ENSI Caen, formé aux sciences du rayonnement. Bonjour chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver, et je dirais même particulièrement heureux, parce qu'il y a ce mot de Hegel, parfois bien inspiré, qui est le suivant: le bonheur résulte de la réalisation d'un désir longtemps retardé. Et la publication du livre Anthropocosmos, le retour du bon sens en physique, justement, est à la fois du point de vue de l'auteur Francis Sanchez et de l'éditeur, le CEP, effectivement, la réalisation d'un désir longtemps retardé. Alors, il faut peut-être déjà expliquer un peu ce titre. Alors, je précise que nous avons donc autour de la table, dans ce studio, donc l'auteur du livre, Francis Sanchez, Madame Oya Artoun et Monsieur Bernard Talagas, qui s'est intéressé au livre et qui s'est intéressé à la pensée de l'auteur déjà depuis pratiquement peut-être 2 ans, et donc son témoignage sera très intéressant. Et c'est un livre dont la couverture est assez étonnante. Alors là, justement, on voit sur cette couverture un alignement de 5 planètes. Alors, je crois que c'est quelque chose de tout à fait très rare, puisqu'on a les 5 planètes qui correspondent aux 5 jours de la semaine, vous savez, qui sont alignées. Alors ça, qu'il y ait un alignement des planètes, ça n'est pas anormal, mais que les 5 soient sur la même photo, je pense que ça c'est très rare. Et comment avez-vous obtenu cette photo ? C'est très simple. Quand j'ai voulu illustrer cet ouvrage, je me suis dit ça serait bien de montrer à tous que l'ordre cosmique déjà résulte de l'alignement des planètes dans le plan de l'écliptique. Donc j'ai regardé dans l'internet s'il y avait simplement quelqu'un qui avait photographié les 5 planètes d'un seul coup. Et coup de chance, en 2016, il y avait un club d'astronomes amateurs qui avait justement pris cette photo. Alors tout de suite, je l'ai contacté et très gentiment, il m'a envoyé. Voilà, donc là, c'est l'illustration. Alors j'insiste sur un point qui est très très important, c'est que ce plan de l'écliptique, c'est cet alignement, les Américains l'appellent l'axe du mal. Alors on en reparlera, je pense, un peu plus tard dans l'émission, si vous voulez. Et une image inhabituelle sur la couverture du livre, c'est une calculette. Et sur cette calculette, on voit apparaître 3 chiffres, 137, 153 et 665. Alors pourquoi ? Parce que cette calculette, c'est vous qui avez voulu qu'on la mette. Alors pourquoi cette calculette ? Qu'est-ce que cette calculette représente ? Ah ben ça change tout. Quand les calculettes sont apparues dans les milieux scientifiques, ça a bouleversé la pratique de la recherche. Parce qu'avant, il y avait des gros ordinateurs, il fallait faire des programmes de calcul, il y avait il fallait remplir des tas de fichiers imprimés, bon bref, c'était très très compliqué. Quand la première calculette est apparue, malgré le prix énorme qu'elle constituait, je me suis précipité pour l'acheter. J'étais le premier à Saclay à avoir acheté personnellement la calculette Hewlett-Packard de l'époque. Et c'était pas facile parce que c'était en notation polonaise inverse, mais ça a simplifié tout et ça m'a permis par la suite de faire les relations qui ont conduit à mes découvertes. Oui, parce que alors le sous-titre du livre, c'est le retour du bon sens en physique. Alors ça laisse entendre que le bon sens était parti. S'il revient. Alors ça laisse entendre à la fois qu'il était là, il avait été là dans le passé,
qu'il était parti et qu'il est revenu. Alors, qu'est-ce que ça, pratiquement, ou historiquement, non mais, comment... non mais, si vous regardez les livres des vulgarisateurs officiels de la physique, ils vous expliquent calmement qu'il faut renoncer à comprendre, par exemple la physique quantique, il faut renoncer à comprendre. On vous le dit clairement. C'est-à-dire qu'on vous dit clairement que la physique échappe complètement à la raison. Et ça, je n'ai jamais admis cette idée-là. Et alors, donc, ça échappe à la raison. Alors, mais enfin, ça n'échappe pas quand même à quelque chose. C'est-à-dire, ça n'échappe pas au calcul. Mais disons que ça, voilà. Alors, donc, ça, on se réduit à faire des mathématiques compliquées, abstraites, dont on ne comprend pas tous les éléments. Et des fois, ils ont eu des surprises. Il y a eu des effets récents en physique. Ils ont observé des effets Hall quantiques, etc., complètement inattendus, ou même dans les lasers, qui est mon domaine. Il y a eu deux étudiants à moi qui ont eu le prix Nobel récemment. Et donc, ils ont observé des phénomènes incroyables, et ils n'ont pas rien compris de ce qui se passait. C'était par hasard. Autrement dit, rien que le laser lui-même, je démontre, je montre, puisque je suis expert dans ce domaine, j'ai donné des cours au CEA pendant des dizaines d'années. Donc je démontre qu'on n'a pas bien compris ce que c'est à l'intérieur du laser lui-même. Oui, ben est-ce qu'on a compris ce qu'était la lumière? Enfin, il me semble que Einstein passe pour avoir dit dire qu'il y a des imbéciles qui croient savoir ce qu'est un photon. Ah oui, ben alors, Einstein, auquel on avait donné le prix Nobel précisément pour l'effet photoélectrique. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique parce que... Non, mais ce que je veux dire, ce qui est intéressant dans le témoignage de cette phrase d'Einstein, ça veut dire que même lui, considéré comme un spécialiste du photon, puisque c'était le sujet de son prix Nobel, admettait que c'était quelque chose d'assez mystérieux. Alors justement, sur ce mystère du photon, vous avez une approche très simple. Oui, très simple. Voilà, justement, alors comme je suis spécialiste en optique au départ, j'ai beaucoup discuté avec mes étudiants, dans les travaux pratiques en particulier, et c'était très surprenant ce dualisme onde-corpuscule. Or, il suffisait de détailler les processus. Au lieu de dire la lumière est une onde ou la lumière fait des particules, il fallait dire la lumière se propage par onde et se détecte par paquet d'énergie. Et la matière aussi. Donc, autrement dit, on rejoignait l'approche de De Broglie, qui par un double champ, c'est-à-dire retombé sur la bonne solution, il a introduit les ondes de matière. Il fallait le faire dès le début, mais ça, évidemment, c'est un résultat de l'expérience. On peut tout expliquer comme ça. Mais par contre, ceux qui expliquent les expériences en faisant des photons baladeurs se trompent complètement. Alors, cette idée du photon onde et corpuscule, ça peut aussi s'expliquer de façon très très simple par la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie réaliste. C'est-à-dire qu'il y a une notion qui remonte à Aristote, mais qui est peut-être encore plus ancienne, qui est la notion de puissance et acte. C'est-à-dire qu'un être peut être en puissance de deux actes différents, c'est-à-dire que la lumière est en puissance de photons et en puissance de particules, et elle réalise cette puissance l'une ou l'autre selon les circonstances. Oui, donc, c'était pour vous dire. Non, mais ça c'est vague. Niels Bohr, l'un des pères de la physique quantique, il a introduit le principe de complémentarité. Il a été jusqu'à dire le contraire d'une vérité est une grande vérité. Donc ça, on s'en est pas sorti. Et tout ce siècle, je pèse mes mots, tout ce siècle a été complètement vicié par ce paradoxe. Alors, bon, bien sûr, il y a beaucoup d'effets. Bon, quand on dit l'effet Compton, l'effet, etc. Pour moi, quand on emploie le mot effet, ça veut dire que la théorie n'explique pas. Et donc, il faut donner un mot, mais c'est la preuve de l'insuffisance des théories. Alors, au fond, mais ça, c'est insuffisance des théories, c'est pas contraire au bon sens. C'est presque naturel. Ou est-ce qu'il faut dire que il peut y avoir des théories fausses et qui embarquent dans une mauvaise direction? Ouais, et à ce moment-là, c'est comme les épicycles, enfin on ajoute, on tombe sur des effets et on patauge. Alors ce qui s'est passé avec la théorie de la relativité générale, c'est qu'on a voulu l'appliquer à l'univers. Et Poincaré avait bien spécifié
pour traiter de cosmologie, on ne peut pas se baser sur des équations différentielles. Or, la relativité générale, malgré son nom qui apparaît très général, s'appuie sur des équations différentielles. Donc Poincaré avait interdit ceci pour un univers unique. Mais ils se sont précipités là-dessus, et donc actuellement ils sont en train de tourner en rond, et du coup ils n'ont pas pratiqué l'analyse dimensionnelle que tout débutant en cosmologie devait faire, c'est-à-dire mélanger trois constantes et s'apercevoir, comme j'ai fait en 3 minutes, lors de mes premières minutes d'année sabbatique à Orsay, qu'on obtenait directement le demi-rayon de l'univers, la moitié de 13,8 milliards d'années-lumière. Et ceci n'a pas été fait pendant un siècle. C'est quelque chose d'absolument stupéfiant, que tout le monde peut vérifier. J'engage tous les auditeurs à se précipiter sur Wikipédia dans la section analyse dimensionnelle et de regarder la section cosmologie. Ils trouveront le calcul du demi-rayon de l'univers. Alors justement, on a fait allusion à Poincaré, et je remarque que le préfacier du livre, Christian Marchal, attribue aussi une grande importance à Poincaré. Et il y a alors Christian Marchal, qui est donc un ancien de l'école polytechnique, sorti major d'ailleurs, et qui justement s'est spécialisé en astronomie, est actuellement encore conseiller scientifique de l'ONERA. Et une notion de Poincaré que vous évoquez souvent, c'est le problème de la permanence, de la constance des constances. Alors c'est une chose que j'ai découvert, c'est que moi je croyais assez naïvement que les constantes étaient constantes, mais justement dans le problème du bon sens et de la physique, là, je découvre que les constantes ne sont pas constantes. Alors est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ça, parce que c'est très quand même... Non, c'est très important parce qu'on arrive au fondement de la physique, la définition même de la physique, c'est ce que j'appelle le principe de Poincaré. Si vous faites varier les constantes, c'est plus la peine de faire de physique, puisque vous pouvez pas remonter le passé, tout ça. Donc autrement dit, ce principe de Poincaré a été complètement oublié. Et comme le conseil que je disais tout à l'heure, sur les équations différentielles, ça a été complètement oublié par les gens. Alors, les gens se sont précipités dans des impasses, et nous arrivons actuellement à une impasse à la fois en physique des particules, en physique théorique aussi, et en cosmologie. Il y a une triple impasse, et là, je pense que cet ouvrage devrait relancer dans le bon sens. Alors, justement, à propos de la physique des particules, là, je me tourne vers Oya Hartoun. Vous avez travaillé sur la physique nucléaire, et justement, est-ce que dans votre expérience de la recherche dans ce domaine, vous voyez des anomalies flagrantes que justement le livre Anthropocosmos dénonce, mais également permet de compléter? Est-ce que les chercheurs en physique nucléaire, justement, rencontrent des difficultés et tombent sur des paradoxes? Déjà au lycée, j'étais attirée par les sciences, surtout les physiques et les mathématiques. Je crois que j'étais assez douée pour ça. À l'université, au début, j'ai hésité entre les mathématiques et les physiques, et j'ai commencé par les mathématiques, mais j'ai trouvé que c'était trop abstrait. À l'époque, c'était le commencement des études sur les centrales nucléaires, et pour avoir de l'énergie pas chère. Et c'est pour ça que j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur nucléaire. Après, mieux comprendre ce qui se passe dans les noyaux atomiques, j'ai présenté un doctorat en physique nucléaire. Mais je me suis aperçue que c'était beaucoup plus compliqué que je pensais. Dans cette époque-là, il n'y avait pas d'ordinateur portable. Il y avait des gros ordinateurs avec les cartes perforées, avec les programmes Fortran, et c'était vraiment pénible. Et les calculateurs calculaient, c'est ça revenu après,
c'était dans cette époque-là, les premières calculettes, c'était Hewlett-Packard. C'était très très cher. Je me rappelle, mais maintenant, ça coûtait 2000 francs français. C'était pas facile dans cette époque, faire la recherche. Et là, parce que, évidemment, la physique nucléaire, au fond, le noyau, alors là, c'est déjà un peu paradoxal, puisque le mot, normalement, l'atome, ça veut dire qu'il ne peut pas être divisé. Et cette théorie atomique, donc elle remonte au grec. Alors là, on retombe sur une question que vous soulevez, qui est la divisibilité jusqu'à l'infini ou pas jusqu'à l'infini. Ah, voilà, c'est une grande question. C'est la question de l'infini, parce que aujourd'hui, pour faire savant, il faut mettre beaucoup de décimales après les chiffres. Hein. Vous savez, le calcul astronomique, ça veut dire le calcul d'une précision avec plein de décimales. Et ce que vous montrez dans votre livre, et c'est là où justement le bon sens réapparaît, c'est qu'il y a des nombres entiers qui sont pertinents. Et le nombre entier, ça c'est un nombre qui parle, c'est-à-dire ça a du sens, on peut lui... D'ailleurs, il y a un grand nombre de nombres qui ont des significations dans la vie courante tout à fait classiques. Bon. Alors justement, comment est-ce que vous en êtes venu à repérer des nombres entiers? Alors donc, ce qui s'est passé en physique, dès le début du XXe siècle, ils sont tombés sur un nombre caractéristique de l'électricité qui est 137. Et alors, les physiciens se sont tournés vers les mathématiciens. Est-ce que vous connaissez ce nombre? Silence total. C'est d'autant plus stupéfiant que les Égyptiens l'avaient repéré. Et je montre dans un des chapitres de l'ouvrage, 37, les Égyptiens non seulement connaissaient le 137, mais aussi sa décomposition suivant la série fulgurante, la série de Catalan-Mersenne qui commence par 3, 7, ce sont les nombres de Mersenne, 3, 7, 127, dans la somme fait 137, et le terme suivant c'est 2 puissance 127 qui donne le demi-rayon, qu'on retrouve le demi-rayon de l'univers observable. Le fait, par rapport en prenant comme unité la longueur d'onde de l'électron, j'ai oublié de préciser, voilà. Bon, alors le fait que les physiciens, pourtant ils avaient trouvé dans les relations dans les grands nombres un nombre de l'ordre de 10 puissance 40, ils n'avaient pas fait la liaison avec ce nombre 2 puissance 127 moins 1, qui est le nombre le plus grand premier qui avait été trouvé sans ordinateur. C'est resté 80 ans comme ça. C'est absolument incroyable. Il y a une séparation entre les physiciens et les mathématiciens que les mathématiciens sont partis dans des abstractions énormes. Et c'est-à-dire que les mathématiques d'ailleurs se sont scindées en deux groupes. Il y a eu les formalistes qui ont imposé leur point de vue et qui parlaient que d'infini. Et les intuitionnistes, pour lesquels l'infini était éliminé. Voilà. Poincaré était intuitionniste. Oui, Poincaré faisait partie des intuitionnistes. Mais alors, Poincaré, il y a eu plusieurs drames dans ce siècle. Poincaré est mort à 58 ans. Alors là, s'il avait vécu plus longtemps, je suis sûr que ce siècle ne serait pas déroulé de cette façon. Et alors, de même, un autre grand... Alors, enfin, c'est encore une histoire. C'est Arthur Eddington, était le plus grand savant de l'époque. Il dominait à la fois les deux domaines, gravitation et quantique. Et il avait prédit correctement ce fameux rayon de l'univers. Et en plus, le nombre d'atomes dans l'univers en tenant compte de la proportion de matière noire, au millième près. Ça ne s'invente pas. Il était en avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il avait voulu expliquer le 137, les fameux formalistes dont on parlait tout à l'heure ont dit il est devenu sénile, donc ils ont mis sa théorie fondamentale au panier. Pourtant, il avait prévu l'électron super lourd qu'on appelle le tau, qu'on a détecté 35 ans plus tard avec une énorme surprise. Il avait donné le bon ordre de grandeur de masse. Alors justement, là
Ça pose une question, parce que tout le monde raconte que la science est hypothético-déductive, donc on fait des hypothèses, on va voir les résultats, et si on est proche du résultat, ça a confirmation. Or, il y a énormément de cas où c'est pas du tout ce qui s'est passé, et un cas pour moi qui est frappant, c'est celui du fond cosmologique diffus, le rayonnement qui était prévu par la théorie du Big Bang, mais qui était également prévu par des théories concurrentes que vous appelez les théories de la permanence. Et les prédictions de la permanence étaient beaucoup plus proches du résultat observé. Il était de l'ordre de 3 ou un peu plus. Alors le rayonnement en question, il est à 2,7 degrés Kelvin, et les prédictions du Big Bang, c'était 8 degrés, etc. Donc si on appliquait la théorie de la science telle qu'elle est enseignée dans les écoles, on aurait dû dire ce résultat prouve la théorie de Hoyle-Bondi de la permanence et écarte la théorie du Big Bang. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque justement, tout le monde, dès le lendemain, je crois, le New York Times titrait la preuve du Big Bang, le rayonnement fossile du Big Bang. Ça ne veut rien dire, rayonnement fossile entre nous. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? C'est très simple. Le Big Bang a été une espèce de fascination pour les gens. Ils sont partis là-dessus, évidemment pas pour Eddington. Eddington a cru à un moment donné à soi-disant expansion de l'univers. En fait, il n'y a pas d'expansion. Mais il y a cru, mais il n'a pas admis l'atome primitif de Lemaître. Il a dit qu'il doit y avoir un univers parfait à partir duquel il y a eu une expansion. Et donc l'univers qu'il a calculé, c'est cet univers parfait. Mais ce qui s'est passé 10 ans plus tard, à peu près, il y a trois chercheurs. Il y avait un mathématicien, un physicien et un ingénieur. Il se trouve que l'ingénieur Thomas Gold, c'est lui qui a vu le plus clair dans cette histoire. Ils ont introduit la cosmologie permanente où tout reste constant, mais il a dit, puisqu'il y a 75% d'hydrogène et 25% d'hélium, si ça se trouve, l'univers est comme un réacteur nucléaire à fusion. C'est-à-dire remplace deux hydrogènes, donne un hélium, plus un peu d'énergie. Et figurez-vous que le taux... Alors d'abord, quand on calcule quelle est la température que ça donne au niveau d'équilibre thermique, on trouve 3 Kelvin. Voilà. Donc en une ligne de calcul, vous pouvez calculer la température de... Alors pourquoi ça n'a pas été vraiment admis? C'est parce qu'il fallait passer les gamma qui sont émis lors des réactions nucléaires aux micro-ondes relatifs qui sont adaptés aux 3 Kelvin. Et ça, ils n'ont pas trouvé ces arguments, ces éléments thermalisants. Mais le fait important, c'est que Thomas Gold avait donc ainsi prévu d'abord le fond thermique et sa bonne température. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, ça a été oublié. Et en plus, il y a d'autres prédictions de la cosmologie permanente qui ont été vérifiées, en particulier la densité critique de l'univers et l'accélération des galaxies. Alors, à propos justement des galaxies, on parlait tout à l'heure des prédictions qui se réalisent ou qui ne se réalisent pas. Vous avez fait, il y a un peu plus de 2 ans, et ça a été publié dans la revue Le CEP, je crois que c'est le numéro 97, une prédiction sur les galaxies que le satellite James Webb allait observer. Alors, je rappelle pour les auditeurs que c'est un satellite, disons, qui est à la fois où les Américains et les Européens ont collaboré. C'est un satellite international. C'est un télescope. Oui, c'est vrai, c'est un télescope. Le satellite était destiné à mettre le télescope en orbite sur un point de Lagrange dans le système solaire. Mais la particularité de ce télescope, c'est qu'il a une amplitude, une fois déployée, de 7,50 m, et ce qui lui permet d'avoir des images beaucoup plus fines et je crois que de les avoir aussi beaucoup plus vite
que dans les télescopes antérieurs. Et donc avant le lancement du satellite James Webb et du télescope, vous avez donc le CEP a sorti un numéro spécial où on décrivait le satellite. Il y avait un article de Michel Grossman, et puis vous évoquiez les conséquences que ça allait avoir pour l'astrophysique. Et la prédiction majeure consistait à dire que les galaxies lointaines, on allait observer les galaxies lointaines semblables aux galaxies proches. Alors, peut-être pour bien que les auditeurs comprennent, dans la théorie de l'expansion, quand on voit des galaxies lointaines, en fait, on ne les voit pas telles qu'elles sont, on les voit telles qu'elles étaient. Et si elles sont vraiment très très loin, aux limites de 13 milliards d'années-lumière, on les voit comme elles étaient il y a 13 milliards d'années. Non, mais c'est pas dire qu'on voit des bébés galaxies. Oui, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut dire. Oui. Il faut rappeler le fait que c'est pas parce qu'il y a une récession galactique qu'il y a forcément expansion de l'univers. C'est là l'erreur que tout le monde a fait. Sauf évidemment nos trois collègues là, Bondi, Gold et Thomas et Hoyle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été voir un film d'horreur, tous les trois. Ils logeaient dans le même logement, près de leur travail de scientifique. Et un soir, ils sont partis voir un film d'horreur qui s'appelle Dead of Night. Ça ne s'invente pas. Et dans ce film, la fin est exactement comme le début. Alors, ils sont venus discuter entre eux, et comme ils se sont intéressés à la cosmologie, ils se sont dit, mais si ça se trouve, cette fameuse récession galactique, c'est un équilibre dynamique. C'est-à-dire les galaxies fuient, mais le rayon reste constant. Le rayon d'univers qui est défini comme le point où la vitesse des galaxies atteint la vitesse lumière. Donc ça définit une distance. Donc ils se sont dit, si ça se trouve, tout est permanent dans l'univers. Et on rejoint à ce moment-là une ancienne idée des anciens Grecs, dans lequel Aristote avait introduit le cosmos, un cosmos parfait. Mais il donnait la limite à l'orbe lunaire. Et là, donc, dans cette approche que je fais moi, je dis que cette limite d'Aristote est repoussée à justement la limite 13,8 milliards d'années-lumière. Mais il ne faut pas confondre avec le temps officiel qui est 13,8 milliards d'années. Le temps officiel de soi-disant âge officiel. Oui, si on a le même chiffre... C'est une confusion, là. Oui, alors si on a le même chiffre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même de vrai dans l'approche officielle, mais ils ont confondu espace et temps, comme on fait souvent les théoriciens, comme ils mélangent l'espace et le temps, ils font C égale 1 à la vitesse lumière dans leur formule, et puis ils s'en sortent pas. Et c'est ce qui se passe ici. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de vrai. Ça c'est étonnant, parce qu'on arrive à une synthèse entre ces deux cosmologies. La seule synthèse possible étant de dire, le Big Bang, au lieu d'être initial, il est permanent. Autrement dit, nous sommes intégrés et désintégrés à très grande fréquence, et cette fréquence, je crois que les informaticiens vont trembler sur leur base, c'est 10 puissance 104 Hertz. Alors c'est des fréquences inimaginables, mais bon, en physique, il faut transgresser des fois Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient cru au début, les officiels, ils ont toujours cru d'ailleurs, que la longueur de Planck donnait le mur de Planck, c'est-à-dire donnait la limite. Ici, on va bien au-delà de cette limite, et on brise le mur de Planck d'un facteur 10 puissance 61. Alors, je reviens sur les galaxies possibles. Donc, le satellite James Webb devait observer des bébés galaxies, des galaxies comme elles étaient à l'origine, tout près du Big Bang, et en fait, c'est pas ce qu'on observe. On observe des galaxies qui sont parfaitement constituées, etc. Donc ça, c'est ça devrait pousser à remettre en cause la théorie. Or, pour le moment, alors on voit quand même dans les revues de vulgarisation un petit peu d'émotion. Enfin, on voit que ces galaxies sont gênantes, mais ça ne va pas jusqu'à accepter vraiment d'aller jusqu'au bout de la démarche. Oui, parce qu'il y a tellement de carrières sont en jeu
Les gens ont tout misé sur le même poids de la bascule. Ils ont tout misé sur le Big Bang. Ils ont cru avoir réfuté, d'ailleurs, vous voyez, la cosmologie permanente, on a cru qu'on l'avait réfutée. Par observation de quasars, observation rapide, mais suite aux trois phénomènes que je vous ai parlé, c'est-à-dire les prévisions exactes qui se sont vérifiées, il fallait revenir fatalement et prévoir tout de suite ces galaxies soi-disant impossibles, qui sont des galaxies tout à fait naturelles. Et d'ailleurs, il se trouve que pour les galaxies à spirale barrée, qui sont très réputées pour être très vieilles, on avait cru, les résultats officiels anciens disaient qu'il y avait, quand on allait loin dans les observations, il y avait une diminution. Maintenant, ça remonte complètement et on retrouve un plateau. Donc, ce qui va se passer, ce que je prédis dans cet ouvrage, c'est qu'on va s'apercevoir que la température du fond cosmique est constante. Et là, ça va être la confirmation, mais bon, on n'en a pas besoin, puisqu'on a assez de vérifications, sans parler des relations numériques dont je pourrais parler. C'est-à-dire que la messe, elle est dite. Alors, oui, parce que cette idée de fond cosmique constant laisse entendre qu'il y a un équilibre, alors que si on est dans un espèce de schéma d'explosion, il y a des amas de masse par-ci par-là, il ne peut pas y avoir d'équilibre. Alors là, je me tourne maintenant vers Bernard Talagas. Justement, qu'est-ce que vous avez retenu, en quoi est-ce que le livre Anthropocosmos et tout ce qu'il y a derrière le livre vous a intéressé? Bonjour. J'ai trouvé dans ce livre des réponses que je me posais depuis assez longtemps, de par mes études. Donc j'avais fait l'ENSICAN, qui s'appelait aussi Institut des sciences de la matière et du rayonnement. Et donc là, dans ce livre, on y trouve à la fois l'extrêmement petit et l'extrêmement grand, parce que j'avais fait aussi un stage d'études au Centre d'études spatiales du rayonnement, donc il y avait déjà un centre d'intérêt, sur double centre d'intérêt, et donc dans ce livre j'y trouve de nouveaux paradigmes, j'y trouve des réponses à des questionnements que je n'avais pas eu, sur lesquels je n'avais pas eu de réponse. Je prendrais par exemple la dualité onde-particule, même si on me l'avait servi, en essayant de réfléchir aux limites sur une phase d'équilibre. S'il n'y a l'onde seule ne suffit pas parce qu'il n'y a pas de substrat, de matière, il faut la particule qu'il porte, c'est le photon. Mais quand on est à l'équilibre, quelle est la fréquence de rafraîchissement du message s'il n'y a pas de substrat? Et là, je ne trouvais pas la réponse. Et donc, par le professeur, je vois qu'en fait, c'est une autre explication, c'est qu'il y a un substrat, l'onde existe par elle-même, il n'y a pas de photon baladeur, comme on entendait tout à l'heure. Le photon apparaît ou disparaît au moment de la détection. Voilà. Et ça, c'est effectivement... ça fait du bien de l'entendre, ça c'est une réaction personnelle, mais sinon il y a énormément de nouveaux paradigmes qui sont apportés, et en même temps le livre est très bien structuré pour quelqu'un qui essaie d'y voir une harmonie. Donc il y a un chapitre 1, ou une première partie qui permet de couvrir un grand nombre de notions, notions que j'avais pu écouter grâce à 3 conférences antérieures, donc ça c'est toujours mieux d'aller aussi par le son et l'image plutôt que la solitude face à un livre. Et ensuite il y a donc une deuxième partie où on a un très grand nombre de thèmes dont certains j'avais pas entendu lors des conférences. Donc on parle de vitesse de la lumière qui est dépassée par la vitesse des tachyons, dont j'ai pas encore vu la mesure, mais peut-être que ça reste encore très difficile à l'estimer. La cosmobiologie, l'unification, gravitation et quantique. Là, ça faisait partie des thèmes que j'avais à mon école, puisqu'on étudiait, donc pour être plus précis, la physique quantique au sens de nucléaire atomique, pas simplement pour le plaisir, puisque c'est une école d'ingénieurs, mais pour faire des bons capteurs et ensuite de bons traitements de données au service du scientifique ou au service de l'industriel qui avait besoin de faire ses mesures dans la vie presque de tous les jours. Et donc, on rêvait un peu sur cette unification des forces. Donc on avait presque bouclé l'unification des forces électromagnétiques, électro-faibles, électro-fortes, et il y avait bien un gap avec la gravitation.
voilà, mais la science allait se limiter à trouver les pièces du puzzle, donc les particules du champ ou les particules soumises au champ qui avaient été prévues, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Puis c'était terminé, quoi. On était, de même qu'il y a un peu une fin d'histoire politique, ça c'était Fujiyama à un moment. Là, on était à une sorte de fin de l'histoire scientifique où les grands sauts avaient été faits et maintenant il fallait boucler les trous. Donc là, on a de nouveaux paradigmes. On était dans l'application. Voilà, c'est ça. La théorie était achevée. C'est ça. Et donc, avec simplement comme horizon, quand même, l'unification gravitation quantique, et là, qui résistait largement. Et là, donc, on a tout à la fois, on a certaines corrections d'aberrations, et puis une proposition qui est assez claire, assez imagée de gravitation quantique. Donc ça faisait un grand plaisir aussi à le lire. Donc bon, là j'ai parlé de mon expérience, donc il ne faut pas croire ensuite que ce livre est destiné à déjà ceux qui se posaient des questions, mais ce livre est accessible à toute personne qui est curieuse donc sur ces sujets, et donc par un chapitre 1 ou ensuite deuxième partie, et puis des annexes qui permettent de se raccrocher à des définitions. Donc quelques-unes je les ai parce que j'avais la familiarité avec certaines particules, mais d'autres c'était totalement nouveau, donc il y a en couplant ça un peu ainsi un parcours personnel, et puis un chapitre justement lié aux photons de là, et on se régale un petit peu, on règle le sort de certaines théories et de certains abus. Oui, et là, alors je dois préciser pour les auditeurs qu'effectivement, ce n'est pas un livre, même s'il traite de sujets sérieux, ce n'est pas un livre pour les savants, c'est un livre écrit pour le public cultivé et général, et donc il y a un glossaire où toutes les expressions sont définies. Et je pense même que ça peut rendre service parce que beaucoup de choses ne sont pas bien expliquées dans les dictionnaires. Ça, c'est un point important. Donc, dans ce qui fait la valeur de ce livre, je pense qu'il y a le glossaire. Il y a un index des nombres. Alors ça, on a parlé de quelques nombres tout à l'heure, comme le 127, enfin 137, 153, mais beaucoup de nombres ont une signification. Et ceci est détaillé dans l'index. Alors il s'agit de nombres entiers, bien entendu, avec comme exception quand même le nombre d'or, qui est un nombre très important, qui est un nombre qui résulte d'une harmonie géométrique finalement, plus qu'une harmonie arithmétique. Même si on peut le décrire sous forme d'une proportion entre une longueur et une largeur d'un triangle. Bien sûr. C'est pas le seul nombre qui soit mathématique. Le pi est très important, et le E aussi. La base optimale qui est entre le 2 et le 3. Cette question de base optimale, c'est très, très important, et ce E apparaît dans certaines formules de manière très, très visible, chose qui n'apparaît pas en physique officielle. Donc le E des mathématiciens reprend du poil de la bec dans ce travail. Voilà. Alors nous allons avoir un nouvel intervenant à ce micro, bien qu'il ne soit pas dans le studio. Et donc je salue Jean Marouani. Pouvez-vous déjà très, très rapidement vous présenter aux auditeurs? Bon, moi, j'ai été directeur de recherche au CNRS. Je suis aujourd'hui à la retraite. J'organise des congrès internationaux. Je suis éditeur chez Springer également. Voilà, bon, je ne vais pas en dire plus sur moi-même parce que je pense que l'objet de cette interview n'est pas de parler de moi, mais de l'ouvrage du professeur Sanchez. Voilà, et puis déjà, j'ai noté que vous aviez une bonne connaissance de l'histoire des sciences. Et il y a, cette question des nombres, parce que le fait de dire, parce que dans le retour du bon sens en physique, il y a cette idée de prêter attention aux nombres entiers sur lesquels on tombe. Or ça, c'est pas nouveau en réalité. Il y a beaucoup
beaucoup de précédents. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-uns, par exemple? Oui. Ben écoutez, si vous voulez, je peux, disons, d'abord parler en général de l'ouvrage du professeur Sanchez, et puis arriver à l'histoire des nombres, bon, au moment venu, hein, si vous permettez. Oui, non, mais bien sûr, allez-y. Bon, alors, je ne répéterai pas ce qui a été dit par d'autres avant moi, mais j'ai eu en main l'ouvrage du professeur Sanchez, que j'avais rencontré il y a quelques années à une conférence sur le principe anthropique à l'Observatoire de Paris. Et à l'époque, il m'avait surpris par ses interventions véhémentes, mais en discutant avec lui, je me suis rendu compte de deux traits qui pourraient sembler contradictoires, mais que j'ai jugés complémentaires. D'une part, un non-conformisme irrédentiste à certaines idées actuellement considérées comme bien établies, comme le Big Bang en cosmologie, le néo-darwinisme en biologie, l'inexistence des tacus en physique des particules, etc. Et d'autre part, une parfaite connaissance des dernières avancées dans toutes les sciences. Je l'ai donc invité à présenter ces idées à deux des colloques que j'organise annuellement, comme je vous l'ai dit, l'un à Taïwan et l'autre en Bulgarie, dans les domaines de ces colloques, c'est-à-dire de la physique atomique et de la biologie moléculaire. Alors, M. Sanchez, qui était professeur dans le domaine des lasers et de l'holographie, est aujourd'hui ce que l'on appelle un chercheur indépendant. Non pas comme ces praticiens, ingénieurs ou médecins qui, arrivés à l'âge de la retraite, sont soudain saisis d'un prurite un peu naïf de recherche, mais qui ont perdu le contact avec les derniers développements des connaissances et également avec ce que j'appellerais les codes du langage et de la communication du monde de la recherche. Vous savez, quand on arrive dans un nouveau pays avec certains codes liés à une certaine culture, on a du mal à se faire accepter si l'on n'a pas acquis les codes de la culture d'accueil. Oui, or, à l'opposé de ces praticiens nostalgiques venus à la recherche sur le tard, M. Sanchez est un vrai chercheur. Il préfère d'ailleurs se qualifier de trouveur, selon une boutade faite de Picasso à De Gaulle il y a une 60aine d'années. Mais il a eu du mal à se faire accepter, car lui aussi a perdu ou a voulu ignorer ces codes de la communication que j'évoquais. Alors, pour en revenir à l'ouvrage de M. Sanchez, je dois dire qu'il m'a impressionné, à la fois par sa taille, près de 400 pages, et par sa richesse foisonnante, sa créativité dans tous les domaines, de la physique des particules à la cosmologie, et son domaine de prédilection, en passant par la biologie moléculaire, et surtout, ce qui m'a un peu étonné, par une cohérence inattendue. Alors, M. Sanchez est un expérimentateur, c'est un théoricien. Et il utilise largement, comme il se doit, des données chiffrées obtenues à grand-peine, ce dont parfois il ne se rend pas compte, par des travaux d'autres chercheurs qui, eux, sont des observateurs, en particulier en astrophysique, ou des expérimentateurs, notamment en physique des particules et en biologie moléculaire. Mais aussi des théoriciens, je pense à Newton, Maxwell, Einstein, dont il attribue indûment les découvertes à Poincaré ou à Hilbert, alors que ceux-ci ont suffisamment de grandes découvertes à leur actif pour ne pas avoir besoin de ces apports posthumes. L'essentiel du travail de M. Sanchez porte sur l'établissement fort de calculs numériques, de corrélations formelles entre ces données chiffrées où les nombres entiers apparaissent d'une façon, je dirais, privilégiée. Alors on peut évidemment lui reprocher de ne pas aller au-delà, c'est-à-dire vers des lois ou des théories, mais je rappellerai que les nombres entiers sont intervenus dès le début, par exemple, dans l'établissement des lois de la chimie, de la réaction entre l'oxygène et l'hydrogène, par Lavoisier, de la loi de Boyle-Mariotte, des lois des raies de Balmer, etc., vous savez, en spectroscopie atomique, et même dans le fameux tableau de Mendeleïev. Or, dans ce domaine, M. Sanchez obtient des résultats souvent extraordinaires qu'il reproche à ses prédécesseurs de ne pas avoir obtenus, car ils avaient toutes les données en main. Mais là, il se contredit, car il reproche aussi à ceux qu'il appelle les formalistes d'ignorer le fait que la science progresse par approximation, et que lui-même, quelle que soit sa créativité, n'est qu'un jalon dans cette avancée par palier. Alors, je vous interromps, Jean-Marc Ouani, parce que justement, le principe d'approche figure dans le livre. Il y a même tout un encadré qui s'appelle principe d'approche pour dire que justement, il faut prêter attention aux résultats approchés
Même si on n'a pas la théorie complète, et tout ça, alors dans l'histoire des sciences, hein, vous le savez mieux que moi, mais il y a plein de cas flagrants, y compris chez Mendel, la loi de Bode, etc., où disons, des résultats approchés étaient pertinents, même si on ne savait pas pourquoi. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord. En réalité, comment dirais-je, la science progresse par paliers, c'est bien entendu, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que M. Sanchez reproche à des gens, même aussi prestigieux que Newton, d'avoir manqué certaines relations, alors que Newton a été une grande avancée dans la science. Oui, il y a un peu une contradiction. Hein. Voilà, moi, je ne dirais pas contradiction, disons. Alors, effectivement, il y a une annexe qui s'appelle le bêtisier de la science moderne. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que Newton n'était pas un mauvais physicien, etc. Mais c'était de faire remarquer qu'il avait en main, enfin lui et d'autres, hein, parce que le cas de Newton n'est peut-être pas le cas le plus flagrant, parce qu'il y a un tel écart, si vous voulez, entre les capacités d'expérimentation et d'observation qui existaient à l'époque de Newton et aujourd'hui, que c'est effectivement peut-être un peu forcé de dire que Newton aurait dû apercevoir la multiplication, etc. Donc là, je dirais sur ce plan-là, je vous rejoins en ce qui concerne Newton. Par contre, c'est quand même une idée intéressante que même des grands savants, justement, passent à côté de choses importantes. Non, mais il y a un autre cas. Ils en laissent pour d'autres, ils laissent pour les suivants. Oui. Non, mais il y a un autre cas, et c'est celui de Poincaré, qui avait toutes les données en main pour établir la théorie de la relativité. Mais comme c'est un grand bourgeois provincial, il avait un frère président de la République, il n'a pas osé franchir le Rubicon. Vous voyez, il aurait pu découvrir la relativité. Certains disent qu'il l'a découverte. Ce n'est pas vrai. Il avait toutes les données en main, mais il a raté le coche parce qu'il a eu peur, par conformisme, je dirais presque, qu'il n'a pas voulu franchir le Rubicon. Vous voyez. Et finalement, c'est Einstein, c'est un petit chercheur à l'Office des brevets de Berne, qui a osé franchir le Rubicon, parce que lui n'avait rien à perdre, vous voyez. Hein, je veux dire, c'est un autre cas. Bon, enfin, je termine sur ce que je voulais dire. Non, mais l'histoire des sciences est tout à fait passionnante. Alors, voilà, exactement. Alors si vous voulez, attendez, je vous interromps parce que nous allons faire une petite coupure musicale et nous nous revoyons aussitôt dans quelques minutes. Ok, d'accord. Reprenons cette émission et je vous fais part d'un message d'un auditeur qui, justement, à propos de ces nombres significatifs, soulève la question des séries de Fibonacci et demande justement si dans le vivant, dans les structures du vivant, on retrouve justement cette importance des nombres entiers, puisque le grand message d'Anthropocosmos, alors il y a le côté anthropo dont on parlera un petit peu plus tard, mais c'est le fait qu'on peut se raccrocher à des nombres entiers, et c'est grâce aux nombres entiers finalement que le bon sens retrouve ses repères dans des théories physiques qui, il faut le dire, échappent à la très grande majorité de nos contemporains, justement parce qu'elles ont un certain nombre de paradoxes. Alors justement sur cette question de l'ADN, des nucléotides, de l'être vivant, Jean-Marc Ioanni, vous avez, des choses à dire puisque vous travaillez en ce moment sur ce sujet. Oui, absolument. Bon, pour en revenir à l'ouvrage de M. Sanchez, il a obtenu une trentaine de relations improbables, mais exactes parfois au millionième près. Je les ai moi-même vérifiées entre les constantes fondamentales de la physique, c'est-à-dire la constante de Planck H, la vitesse de la lumière C, la constante de gravitation G, la fameuse constante électrique A égale 137, qui est le nombre magique de la physique, le rapport entre les masses du proton et de l'électron, 1836, et des quantités mesurées comme le rayon de l'univers, 13,8 milliards d'années-lumière, le point critique de l'eau, la masse de l'ovocyte humain ou la moyenne des masses des bicodons dans l'ADN ou des acides aminés dans les protéines. Alors il se trouve que, et ça je l'ai vérifié, la moyenne des masses des bicodons dans l'ADN est égale à
rapport entre la masse du proton et la masse de l'électron. Quel rapport, allez-vous me dire, entre des données qui viennent de la physique des particules et des données qui viennent de la biologie moléculaire? De même, la moyenne des masses des acides aminés dans les protéines est égale à, devinez quoi? Le fameux nombre magique 137 à 1 millième près. Alors, il y a un autre aspect intéressant de son livre, c'est que M. Sanchez cherche aussi à tirer de façon magique, parfois il faut le dire un peu dogmatique, des conséquences presque métaphysiques. Par exemple, sur le Big Bang, et là je crois qu'il a marqué un point, ou sur l'unicité de l'homme dans l'univers. Ce qui, à mon sens, est une extrapolation un peu ambitieuse, le résultat obtenu à partir de données connues sur notre Voie lactée, aux propriétés bien moins connues des milliers de milliards de galaxies dans l'univers. J'ajouterais même que c'est un peu inquiétant, parce que si on est vraiment seul dans l'univers, alors vu l'évolution des technologies humaines, en particulier dans le domaine militaire, si jamais on mettait faire la vie sur la Terre, ben, il n'y aurait plus de vie. Bon, ça me paraît quand même un peu inquiétant. Enfin, je ferai remarquer aux auditeurs qu'il y a un Jean-Pierre Bibring, donc qui est professeur à Orsay, je crois. Non, à Saclay. À Saclay, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Sommes seuls dans l'univers. Et alors, c'est fondé sur des observations, sur beaucoup de les photographies des comètes. Enfin, c'est un livre assez riche sur le plan de la documentation, parce que ce sont il y a beaucoup de données qui ne se trouvent pas en tout cas dans les revues scientifiques. Et il y a cette idée, moi qui m'a beaucoup plu d'ailleurs, c'est que on dit les comètes, comme si toutes les comètes étaient semblables, alors que lui montre qu'elles sont très différentes. Et je dirais c'est un petit peu la même chose. On dit les planètes. Mais on voit très bien, en particulier entre les 5 planètes du calendrier, Mars est rouge, Saturne a des anneaux, donc chaque planète, d'une certaine façon, a une entité qui lui est propre, et ça c'est très important parce que c'est ça qui véhicule la notion d'harmonie dans l'univers. Il peut y avoir d'harmonie qu'entre des notes distinctes et séparées. Et donc, d'une certaine façon, avec l'apparition des nombres et avec entre les nombres des liens, comme la série de Fibonacci, par exemple, je trouve que il y a un message très puissant, ce message d'harmonie du cosmos, qui rejoint ce que vous avez trouvé dans les nucléotides. Je parle de vous, Jean Armeny. Oui, bien sûr. Oui, vous savez, bon, j'ai eu cet ouvrage dont vous parlez en main. C'est un professeur qui est très au courant des dernières recherches. Il y a beaucoup de jolies photos, mais c'est quand même assez qualitatif. Je pense que l'ouvrage de M. Sanchez va beaucoup plus loin avec ces corrélations entre des nombres. Alors on peut encore une fois lui reprocher de ne pas expliquer l'origine de ces corrélations. Quel rapport entre la physique nucléaire et la biologie moléculaire? On n'en sait rien. Mais quand M. Mendeleev a son tableau, on ne savait pas quelle en est l'origine. On a commencé à le savoir avec Bohr et surtout avec la mécanique ondulatoire de De Broglie. Donc l'explication est venue plus tard. Alors on ne peut pas reprocher à M. Sanchez d'établir ce genre de relation où les nombres entiers d'ailleurs ont une part privilégiée, mais il y a aussi des nombres qui ne sont pas entiers. H, A, C ne sont pas des nombres entiers. Il y a les deux. Mais il faut savoir que la science progresse comme ça. D'abord des corrélations entre des nombres, ensuite des lois, une fois qu'on a bien compris d'où viennent ces corrélations, ensuite des théories, quand on voit qu'il y a des relations entre ces lois, et alors la grande théorie que tout le monde cherche entre la mécanique quantique et la relativité générale. Mais je pense que l'ouvrage de M. Sanchez est beaucoup plus précis, beaucoup plus, je dirais pas plus scientifique, parce que l'ouvrage de M. Bibring est destiné au grand public. Celui de M. Sanchez, je veux dire que le grand public s'y intéressera, parce que c'est un ouvrage qui, je dirais, qui met les pieds dans le plat, qui renverse la table, qui va à l'encontre des idées reçues. Mais il y a certaines parties qui ne sont accessibles qu'aux spécialistes. Et il va irriter tout le monde. Mais il sera quand même passionnant pour tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, en physique des particules comme en cosmologie, on en est arrivé à une époque semblable à celle d'avant Copernic. Vous savez qu'à l'époque, depuis
tous les mouvements étaient circulaires, et on cherchait absolument à faire coller les observations avec des mouvements circulaires. Et au fur et à mesure que les précisions des observations s'amélioraient, on était obligé d'ajouter des épicycles, des petits mouvements complémentaires, jusqu'à Copernic qui a dit ben, tout serait plus simple si on mettait le Soleil au centre. Alors je crois qu'on en arrive à un point, disons, d'incohérence, de contradiction entre les découvertes de la cosmologie et de la physique des particules et les théories acceptées. Il faut renverser la table, il faut ce que j'appellerais une révolution copernicienne. Alors, je pense que Francis, bon, toute proportion gardée, évidemment, je ne le comparais pas à Copernic, va dans ce sens. Il ose mettre les pieds dans le plat, n'est-ce pas? Parfois, évidemment, il est un peu scolastique quand il invoque le principe d'autorité, Pythagore, Poincaré, Eddington, mais de notre côté, il ose mettre les pieds dans le plat, il ose renverser la table, et je crois qu'il y a un moment où on doit sortir du conformisme scientifique. Parce qu'il y a un conformisme en science, comme il y a un conformisme en politique ou ailleurs, et qu'il faut parfois en sortir pour véritablement aller de l'avant. Je crois que c'est d'autant plus important que la science joue un rôle significatif dans nos sociétés. Alors elle joue un rôle utile, enfin son rôle de préparatoire au progrès technologique, etc. Mais elle joue aussi un rôle strictement politique en tant que détentrice, la seule détentrice de l'autorité intellectuelle. Et on voit malheureusement les gouvernements se réfugier derrière l'autorité de la science pour éviter de prendre leurs responsabilités. Et ça, ça me semble évidemment dommageable, mais surtout je pense que c'est dommageable aussi pour la science elle-même, parce que quand on est en position d'autorité, on n'a plus la liberté de pensée et de recherche que doit avoir le scientifique. Et alors là, je me tourne vers Francis Sanchez. Vous mentionnez la question, c'est des accords de piano. Et ça, je pense que c'est un point qui intéressera beaucoup de gens, puisque vous, au fond, par les rapprochements numériques que vous faites, vous considérez qu'il y a une valeur, la valeur exacte du La qui devrait être diffusée, alors que les pianistes ne sont pas d'accord entre eux. Enfin, oui, c'est très important, oui, effectivement. Il se passe quelque chose de très bizarre avec l'humain. C'est que les humains sont tous différents déjà, mais il y a certains humains qui ont l'oreille absolue. Et c'est spécialement le cas chez certains violoncellistes, qui des fois disent à des pianistes, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec votre tonalité. Ils le sentent. Et le plus étonnant, c'est qu'en mélangeant trois constantes universelles, on tombe sur une fréquence qui, à 3 octaves près, on tombe sur le La bémol qui est défini justement par les violoncellistes. Donc, autrement dit, il y a une corrélation extraordinaire encore, qui fait partie de toute une série de corrélations, qui amène à penser justement que l'humain est vraiment exceptionnel dans l'univers, mais on ne peut pas dire qu'il est justement seul à ce moment-là. Ça confirme que l'entropie, ça veut dire que l'humain est très important dans l'univers. La seule entropie que j'introduis là va beaucoup plus loin, parce qu'on fait intervenir les paramètres de la Terre. Et c'est le rayon de la Terre qui intervient à un moment donné. Et c'est grâce à une publication du CEP d'ailleurs, que j'ai appris que les Égyptiens avaient défini le mètre par rapport au rayon de la Terre, en définissant le rayon de l'horizon d'un marin situé à 1 mètre du sol. C'est 3570 mètres. Quand j'ai vu ça, mes yeux se sont écarquillés, parce que quand j'ai vu ça dans un texte ancien d'un docteur qui s'appelle Funkele, et qui a publié donc un petit bouquin que j'ai trouvé dans la Bibliothèque nationale, quand j'ai vu ça, mes yeux se sont écarquillés, parce que 3570, c'était le nombre exactement précis qu'on avait défini comme étant le plus spécial en physique des particules. Et il possède des propriétés étonnantes liées au nombre d'or. Je ne peux pas détailler ça, bon, vous verrez dans le livre. Oui, mais en soi, c'est très intéressant de voir une sorte de continuité entre l'Égypte, dont le savoir antique est bien connu, et puis les découvertes les plus récentes de notre science. Mais alors, à propos de le titre Anthropocosmos,
tout le monde connaît le principe anthropique, mais justement, est-ce que ce principe anthropique est bien un principe anthropique? Alors, disons que le principe anthropique qui a été introduit, il a été introduit à bon escient contre le principe de médiocrité. C'était, on peut dire, le principe de Copernic qui disait nous ne sommes pas au centre de l'univers, c'est-à-dire que nous sommes dans une petite planète minable, à côté d'un soleil insignifiant, dans une galaxie tout à fait ordinaire. Et ça, Brandon Carter s'est élevé contre ça. Il y avait une conférence là-bas à Cracovie, justement dans le pays de Copernic, et donc Brandon Carter a fort justement s'est élevé contre ce principe d'insignifiance. Mais ce qui s'est passé après, c'est que les gens, les officiels se sont bornés à justifier la présence de l'humain par les relations par rapport à l'histoire du Big Bang. C'est-à-dire que les gens ont cru que l'univers avait une histoire. C'est d'ailleurs ce qu'on enseigne au lycée. On vous dit l'univers a une histoire. Non, maintenant c'est fini ça. L'univers n'a pas d'histoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si tout est fixe, ça veut dire qu'on peut trouver les relations entre, parce que tout est constant entre les grandeurs importantes. Oui, et puis des relations qui vont du monde physique au monde animé, au monde humain. Et justement, un auditeur là, soulève la question des ondes d'échelle de Joël Sternheimer. Alors, il y a, je pense, 1 an et demi, il y avait eu une émission à ce micro sur les protéodies. Et justement, ça c'est grâce à Francis Sanchez que j'avais pu inviter Michel Duhamel, là, qui développe actuellement les protéodies. Mais les protéodies, ce sont, alors vous m'arrêtez si j'ai mal expliqué, mais ce sont des musiques que l'on fait entendre aux plantes pour avoir une action sur les plantes. Alors c'est plutôt une action positive quand on veut stimuler la croissance, ou c'est une action sur les parasites. Justement, cette histoire que je vous ai racontée des 3 octaves, là, figurez-vous que de l'autre côté du spectre, en allant vers les très basses fréquences, quand on va au 14e octave, on tombe sur le champ du soleil, une période de 313 secondes du soleil. Ça ne s'invente pas. Donc le soleil aussi rentre dans la musique des sphères. Cette fameuse musique des sphères qui avait été invoquée par Pythagore à l'époque, et reprise par Kepler, qui l'a vraiment bien guidé sur les découvertes de Kepler. Il a été formidable sur ce coup-là. Bon, donc, autrement dit, on a des relations extrêmement précises musicales qui font intervenir la Terre, l'humain, avec sa taille de 1 mètre. Bon, les gens en fait font souvent plus de 2 mètres, disons. Mais cette distance de 1 mètre prend une importance cruciale dans toute la cosmologie. Alors, j'ajoute un détail important, c'est que suite à mes travaux, là, j'ai réussi à concilier tous les grands nombres de la physique cosmique et de la microphysique sur le même graphique, et il se trouve qu'en regardant le point 26 qui correspond aux dimensions optimales de la théorie bosonique des cordes, qui est tachyonique, donc elle avait été mise au panier parce qu'elle était tachyonique, comme disait... tachyonique pour les auditeurs, ça veut dire qu'il va plus on a oublié que C n'est pas une limite, c'est une frontière entre 2 domaines, ce qui a été complètement négligé par les officiels actuels. Bon. Donc, quand on élimine cette histoire quand on introduit cette histoire de tachyon, on s'aperçoit qu'on tombe sur des corrélations extraordinaires et qui confirment le travail de Valéry Kotov, qui avait observé que certains quasars avaient une émission sans effet Doppler, ce qui est complètement contraire à tout ce qu'on enseigne en physique de base. C'est pour ça que ça n'a pas été retenu. Alors, heureusement que Jean-Claude Péquer était un ami personnel de cet astronome de Crimée, et il a donc réussi à publier dans l'Académie. C'est comme ça que je l'ai su, sinon j'aurais jamais su. C'est grâce à Péquer, on peut dire, que j'ai appris, et en 3 secondes, puisque j'avais les constantes de la physique toujours dans ma calculette, comme tout physicien en devrait avoir, en 3 secondes, j'ai vu que cette période de Kotov, 9600,6 secondes, s'adaptait parfaitement à une élimination de C entre 2 paramètres importants. Ça ne s'invente pas et c'est vérifiable par tout le monde. Alors justement, à propos de Jean-Claude Péquer, là vous insistez
3 reprises dans le livre. Alors c'est un cas très intéressant puisque d'une certaine façon vous dites qu'il y a eu conversion de Becker. Alors juste en 1 minute parce que nous arrivons à la fin de l'émission, mais il faut quand même le mentionner. Oui, voilà. Alors donc Becker, alors il faut savoir, donc c'est un astrophysicien très célèbre, très connu, un peu l'un des directeurs de la cosmologie française ou l'astrophysique française. C'était le pire anti-pythagoricien qu'on pouvait connaître. Il a détesté les nombres. Et donc, en particulier, il n'a jamais tellement apprécié ma formule 3 minutes qui donne le rayon de l'univers vérifiable par tout le monde. Bon. Mais, à la fin de sa vie, quand il a appris que j'avais quantifié les relations de Kepler, donc ce qui revenait à quantifier l'espace-temps, et qu'on en dédivisait la bonne loi de la physique atomique, il a viré sa veste complètement, et il a dit les lois de Kepler sont de nature arithmétique. Oui, et il faisait allusion d'ailleurs dans son message aux séries de Fibonacci, ce qui montre bien que c'était un point très important. Donc, pour moi, le grand message, c'est l'harmonie du cosmos. C'est le fait que nous ne sommes pas dans un univers où tout va au hasard, où tout est jeté par le hasard, par le résidu d'une explosion, etc. Mais nous sommes dans un univers où il y a des relations numériques entre tout, y compris des relations inattendues. Et ça veut dire aussi, enfin c'est un message pour l'humanité, c'est que nous sommes dans un univers qui a un sens, où tout a un sens. Oui, et donc je le remercie, Francis. Attends, je précise un point très important. C'est dans l'axe topologique. Quand on regarde pour la dimension 26, on s'aperçoit que 1836 est décomposé en 12 fois 153. Et 153, c'est un nombre qu'on trouve aussi dans la Bible, comme le 137. Et 153 a des propriétés mathématiques extraordinaires qui n'ont été repérées par personne avant. Ah oui, alors ça, effectivement, ça c'est un point très important. Enfin, alors, le 153, pour les auditeurs qui n'en auraient plus en mémoire, c'est le nombre, notamment, c'est le nombre de poissons dans la pêche miraculeuse. Donc c'est un nombre mais qui est très, très important dans la Bible chrétienne, mais c'est un nombre qui est également dans la Bible pré-chrétienne. Ça nous montre d'une certaine façon qu'il y a dans l'harmonie du cosmos, cette harmonie, elle vient d'ailleurs, elle vient d'autre chose, et donc il y a d'une certaine façon, les nombres sont des messages que le créateur de l'univers nous adresse. Un petit peu comme le 137, c'est un message que les Égyptiens nous adressent à travers les colonnes du temple de Karnak. Eh bien, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, au sens où nous sommes seuls peut-être en tant qu'êtres humains, mais nous ne sommes pas seuls puisqu'il y a évidemment un créateur qui a une intention très précise. Nous arrivons au terme de cette émission. Quelques annonces finales. Oui, alors je vous rappelle que pour vous procurer le livre de notre invité Francis Sanchez, Anthropocosmos, le retour du bon sens en physique, vous pouvez le commander sur le site internet du CEP, le-du-6-cep.org. Vous pouvez le commander via le site, ou sinon, pour répondre à la question d'un auditeur, vous pouvez passer via votre libraire en précisant bien qu'il s'agit des éditions du CEP et il nous contacte via le site internet. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et je vous dis à dans 4 semaines.